bonne pour débuter cette vidéo d'analyse où nous allons analyser je vais procéder à analyser deux sujets différents. Donc, je vais vous proposer deux vidéos différentes. Le premier sujet, ça serait le Sud-Afrique. Comme vous voyez dans cette vidéo, j'avais déjà, l'envie de parler du problème sud-africain. Parce que vous voyez, étant panafricain, tout ce qui se passe sur le continent nous regarde directement. Et de mon propre chef, donc avec mes propres opinions de ce que se passait, j'appréhendais facilement le problème actuel du Sud-Afrique, du fait qu'ils sont en train de chasser leurs frères africains. Et ça m'a fait penser à la division de Haïti et de San Domingo. Parce que vous voyez, nos ancêtres, quand ils nous mettent sur la route, quel que soit le niveau que nous avons, ils nous donnent toujours des indices. Je veux dire par là que les ancêtres n'abandonnent jamais leurs enfants. Donc, moi-même, je pensais déjà à Haïti et à San Domingo par rapport à ce qui se passe en Afrique. Vous allez peut-être dire c'est impossible de les comparer, mais imaginez que que San Domingo et Haïti sont une seule île. Donc ne regardez pas le côté dimension. Mais si on regarde dans les faits, l'Afrique tout entière, le Sud-Afrique fait partie de l'Afrique. Ce sont non seulement des frères et des sœurs, mais ce sont aussi des voisins. Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Bonjour, bonsoir à tous les Panafricains. Bonjour, bonsoir à tous les hommes épris de paix. Parmi nous, les Panafricains, il y a ceux qui pensent que faire notre devoir serait aussi d'aider toutes les populations du monde. Bien vrai que nous nous identifions comme panafricains, ce qui est bien normal pour la défense de nos terres, pour la défense de nos peuples, mais dans ce panafricanisme, on a aussi le travail ancestral de nos ancêtres qui nous ont légué. Ce qui veut dire celui de prendre soin de tous les peuples du monde. Ceci était l'objectif de la colonisation non violente, donc de l'apport civilisationnel que nos ancêtres ont fait partout dans le monde. En tant que bon panafricain, moi je suis de ceux qui pensent que les Occidentaux en réalité souffrent beaucoup. Les populations occidentaux n'ont vraiment pas de justice. Mais vu que nous, Africains, nous semblons souffrir bien plus que les Occidentaux, c'est comme si nous n'avons pas un droit à la parole quand il s'agit des faits comme la civilisation, le droit humain. Très souvent, les peuples de l'AES, les présidents de l'AES disaient que le droit des hommes, la réduction du droit de l'homme a été fait au Mali, dans l'empire du Mali. C'est parce que la notion de droit de l'homme est différente si on pense au peuple africain et aux peuples occidentaux. Nous, en Afrique aujourd'hui, on a des gouvernements qui sont des traites, donc qui donnent l'impression qu'ils nous dominent avec l'épée et la croix. Mais pourtant, quand on vit dans notre pays, en intérieur de notre pays, entre nous, malgré notre misère, nous ressentons la liberté que nous avons en tant qu'humains. Parce que quand on ne se mêle pas des problèmes politiques, on n'a jamais de problème parce que tribalement et culturellement, le droit humain chez nous est trop élevé. Chaque individu a sa place et a toujours eu sa place. Mais quand on pense à la politique et on pense à la richesse, ce sont des phénomènes occidentaux qui sont rentrés, ancrés dans notre société. Et donc, sur le plan international, cela semble que
l'Africain est dominé, l'Africain est misérable, parce que quand les politiciens s'entretuent entre eux et ils font des guerres, ça touche à la population. Souvent, les politiciens manipulent pour leur intérêt et font des guerres civiles et la population s'entretue. Mais dans tous les cas, la population elle-même reste toujours pauvre, quel que soit le président qui vient et quelle que soit la manière à laquelle il est venu. Aujourd'hui, ce phénomène-là est visible au Sénégal, dans la plus grande démocratie africaine, où on a mis Diomaye au pouvoir avec le PASTEF. Et quand j'ai dit on a mis, moi-même ivoirien, africain qui vit en Europe, vu que je suis panafricain, j'ai commencé à parler, donner de la voix à Ousmane Sonko, à analyser Ousmane Sonko, ça fait maintenant des années. Bien avant que Macky Sall le mette en prison, bien avant qu'il prenne le pouvoir. Et donc, le fait que Diomaye devient un traître de la sorte, ça illustre le pouvoir que l'Occident a toujours eu sur nos présidents. Et donc, en tant que peuple, on ne peut pas se lever pour donner des leçons de civilisation, malgré que dans notre culture tribale, qui est la culture la plus ancrée et cachée de l'homme noir, nous sommes libres. Nous ne pouvons pas donner des exemples de liberté et donc comparer notre philosophie et notre culture ou tout simplement notre éducation avec les autres peuples. Vous comprenez? Et ce phénomène-là fait que l'Occident, la domination de l'Occident sur l'Afrique à travers nos dirigeants, fait que l'homme noir africain lui-même, c'est difficile. Ce que je veux vous expliquer, pour voir les traites dans le monde africain, c'est très difficile. Aujourd'hui, l'homme noir africain, pour se libérer, devrait combattre contre lui-même. Et quand je dis contre lui-même, ce qui veut dire combattre contre les traites intérieures, combattre contre les philosophies et la culture occidentale qui est sciemment créée pour diviser l'Africain, combattre contre les maladies. Et quand je dis les maladies, je ne suis pas le seul. Le professeur Omotunde a parlé aussi des maladies. Et ces maladies-là sont des choses génétiques qui sont ancrées dans notre esprit, dans notre sang, qui sont les maltraitements, tout ce que le peuple africain a subi sur sa chair, comme le temps où les colons frappaient les Africains pour leur donner la christianité, comme le temps où Samori Touré, ils l'ont enseigné à tuer ses frères africains pour les convertir dans l'islam. Pourtant que Samori Touré était le plus perdu de ces Africains-là. Et c'est justement l'image de Samori Touré que vous devez identifier dans tous les présidents africains. Parce que c'est ce comportement-là. Et c'est ça qu'on appelle la maladie. C'est difficile de l'identifier. Exemple, l'islam a son côté africain et a son islam africain qui n'a rien à voir avec les Arabes. Mais le séparer de l'arabisation, de le séparer de l'arabe ou de l'arabisation, c'est très difficile. Et donc, si vous attaquez à ça en Afrique, vos frères noirs seront vos problèmes. Et donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous présente une vidéo sérieuse où nous allons parler de ce qui se passe au Sud-Afrique. Parce que si les Africains abordent de la mauvaise manière ce qui se passe en Sud-Afrique, ça va créer un sentiment dans tous les Africains, ça va créer un sentiment dans les gouvernements africains envers les Sud-Africains. Et donc, vu que ça a été fait sciemment, parce que nos ennemis se trouvent derrière ce qui se passe en Sud-Afrique, on a la charge de vous donner les instruments. Et moi, je parle à mon nom propre et au nom de mes ancêtres, mais je parle aussi au nom des panafricains qui sont cachés dans l'ombre, qui m'envoient des informations pour que je puisse vous donner ces informations-là, chers frères africains, parce que dans cette Afrique où l'homme noir, où la jeunesse africaine a compris que pour survivre, c'est mieux de se tenir loin de la politique de son pays, donc de se tenir loin du pouvoir. Cette Afrique-là, c'est une Afrique où
Peu de personnes ont le courage de parler, mais l'intelligence est là. Et peu de personnes aussi ont le courage de montrer leur intelligence. Dans cette même Afrique-là, même les savants, même les créateurs, quand ils inventent quelque chose, on finit toujours par t'assassiner, par te tuer. Parce que même les gouvernements n'ont pas de bénéfice à profiter de la connaissance de cet Africain. Tout simplement parce que l'Occident a fait qu'une élite africaine s'est totalement couchée et renseignée, a définitivement abandonné la lutte pour l'hégémonie mondiale des peuples, ce qui est naturel et réciproque. Cette lutte a été créée par Dieu lui-même. Aucune raison peut justifier euh, 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 la différence de religion, la différence de couleur, la différence de ethnie, la différence de pays. Et tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Une rivalité saine, une rivalité propre, est une rivalité, est un instrument qui favorise la vie parce qu'elle encourage la création et la créativité des êtres humains. Mais nos présidents, nos leaders ont décidé totalement d'abandonner cette lutte-là. Donc, quand même un savant naît dans la culture africaine, dans ce monde africain d'aujourd'hui et celle d'hier, depuis nous avons été colonisés, nos leaders favorisent la mort de ce dernier. Et donc, dans cette vision-là, ne voyez pas que Haïti, on va venir sur Haïti, mais ne voyez pas que le Sud-Afrique est un ennemi africain. Parce que ce qui se passe au Sud-Afrique, selon nos informations, c'est le concept, ils sont en train d'appliquer le concept de la valise ou du cercueil. Et ce concept de la valise ou du cercueil, nous allons en parler. Je ne suis pas ici pour défendre les Sud-Africains. Je suis ivoirien. Mais avant tout, je suis africain. Voir les Africains s'entretuer me cause à moi, personnellement, des problèmes. Lesquels sont la faiblesse. Parce que si l'union fait la force, moi seul en tant qu'individu, je ne peux pas battre un pays, une nation. Moi seul en tant que la Côte d'Ivoire, je ne pourrais pas battre l'Europe. Moi seul en tant que la Côte d'Ivoire, je ne pourrais rien faire. Mais ensemble avec toute l'Afrique, ce que les présidents de l'AES appellent de tous les cœurs, de tous les vœux, nous pourrions totalement changer l'histoire de plus de 2000 ans de l'Afrique. Normalement, c'est 1000 ans de domination occidentale et arabe. C'est 1000 ans, ce n'est pas 2000 ans. Mais 2000 ans, c'est inclut toutes les guerres et nos ancêtres qui ont été tués, qui vivaient en Europe. Et donc, ici, nous devons battre et combattre les concepts. Expliquer à nos frères africains pourquoi et comment les choses fonctionnent réellement. Et donc, je vais vous prendre l'exemple de Haïti. Haïti, c'était une nation. Lorsque Haïti a vaincu Napoléon en 1840-1830, la terre de Haïti était une seule nation, un seul territoire, une seule île. Mais ensuite, quand même Haïti est tombé et que les Occidentaux ont repris Haïti, ils ont installé un concept. Ce concept-là, c'était de le diviser pour mieux régner. Mais ce concept-là, c'était aussi de créer ce qu'ils ont créé en Algérie, qu'on appelle les pieds noirs. Donc, de créer une frange de la population qui était d'abord des noirs bien aisés. Ensuite, de métisser cette frange de la population. Et ensuite, de leur mettre des chefs blancs, donc les béquets, comme dans les Guadeloupe. Et ensuite, de diviser, parce qu'ils ont compris depuis Napoléon que ce peuple Haïti-là était un peuple guerrier qui va se relever tôt ou tard. Et donc, pour mieux l'affaiblir de façon sûre et certaine, c'était de la diviser. Et donc, la création de ce métissage-là, ils ont créé Santo Domingo. Et Santo Domingo,
Pour la éradiquer totalement de tous les Noirs qui vivaient à Santo Domingo, ils ont appliqué le concept de la valise ou du cercueil. Ce qui veut dire, quand on te chasse de ta maison, de ton territoire, de ta ville, tu dois tout simplement dégager, partir loin, sinon tu vas avoir la mort. Donc tu dois abandonner la valise. La valise, c'est ta richesse, c'est ta maison, c'est tes biens millénaires. Et donc c'est comme ça ils ont divisé l'île. Vous comprenez? Et ce concept de la valise ou du cercueil a été appliqué aussi par les Algériens après la guerre d'Algérie contre les Algériens pieds noirs, les Algériens français, ce qui veut dire les parents de Éric Zemmour. Éric Zemmour que vous voyez là, qui veut devenir président de France là. Ses parents c'était des Algériens français, donc ces Algériens qui travaillaient pour la France. Donc ce concept de division là, de la valise, ce concept de la valise ou du cercueil là, c'est un concept qui fait partie du schéma occidental par rapport à toutes les stratégies qu'ils ont mis en place pendant ces millénaires là, pour pouvoir s'accaparer de la terre de d'autres populations. Et c'est pour ça ils n'ont pas peur de rentrer et s'installer dans les tribus qu'ils veulent détruire. Si vous voyez, regardez les films américains. Les films américains avec les Indiens, vous voyez qu'au départ de tout, les Américains vivaient dans des petites communautés où ils créaient des petites communautés avec des petits militaires. Et les Indiens régnaient en maître, donc les Indiens les attaquaient de temps en temps. Vous comprenez? Et cette petite communauté-là faisait du commerce avec les Indiens, avec certains Indiens. Et comme ça, ils ont gagné l'amitié de certains Indiens. Ils ont utilisé certains Indiens pour combattre certains Indiens. Aujourd'hui, nous parlons en Amérique, ce sont les Indiens qui sont la plus petite communauté qui se retrouve dans les réserves américaines. Au Sud-Afrique, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Ils ont commencé avec l'apartheid. L'apartheid, c'est le rappel génétique, c'est le réveil du rappel génétique des atrocités que l'homme noir a dans son sang comme esclavage, comme malédiction selon les Occidentaux et les Arabes. Ce qui veut dire, tout ce qu'ils nous ont fait de très mal, que même le Coran en parle et même la Bible en parle. Dans la Bible, quand vous prenez le passage de Joshua en Israël, c'était le passage où on vous explique que Joshua a vaincu les Israélites, il a arrêté le soleil, donc il a tué le dieu Amon. Parce que le soleil représente Horus. Horus représente tous les Noirs. Et donc, Joshua est celui qui a vaincu les Noirs. Et il a demandé à Akan de dégager de Israël. Aujourd'hui, les vrais héritiers de Israël ne sont pas en Israël, mais les héritiers de Joshua. Ceux-mêmes qui font la gloire de Joshua dans la Bible se trouvent en Israël. Et c'est ce concept-là qu'ils ont toujours élevé envers les Noirs. Ils vivent parmi vous comme les Berbères dans l'Antiquité au Mali, dans l'Empire du Mali. Ils étaient des commerçants. Aujourd'hui, les Berbères sont des terroristes au Mali, au Burkina et au Niger. Parce que quand ils vivent au milieu de vous, ils profitent de certaines tribus pour combattre l'ethnie et la race. Donc c'est une guerre ethnique, c'est une guerre raciale. Mais eux, ils jouent avec les sentiments de bienvenue, les sentiments de fratellance, les sentiments d'amitié, les sentiments de humanité pour s'incruster dans nos populations et nous massacrer, nous tuer, faire disparaître nos civilisations. Aujourd'hui, Haïti est très démuni et Santo Domingo est très riche. Et même quand Haïti subit un tremblement de terre et que le monde entier devient solidaire, Santo Domingo n'aide pas Haïti. Dernièrement, les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, ils attrapent les Haïtiens et ils les insultent, ils les appellent négrito, negreta, negreta. Ils font une chasse à la couleur. Parce que si tu es noir, totalement noir, tu ne peux pas être de Santo Domingo. Vous voyez, donc ça devient un truc racial. Ils ont utilisé des noirs, ils les ont métissés et ils commencent à poursuivre
les Africains noirs. Ils veulent que la couleur noire disparaisse totalement parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont volé l'héritage, la culture et les terres des Noirs, donc ils doivent disparaître les Noirs. Ça, c'est la vérité. Mais les gens n'aiment pas quand on le dit. En Sud-Afrique, ils font la même chose. Ils ont fait l'apartheid pour soumettre les Noirs sud-africains mentalement. Pour montrer aux Noirs sud-africains que quand même qu'on décide de vous exterminer, de vous tuer, aucune nation, même africaine, même si votre continent peut venir vous aider. Pourtant, on a combattu l'apartheid de notre manière, doucement, doucement, jusqu'à arriver à la fin de ce phénomène. Mais l'apartheid a été fait pas pour tuer les Sud-Africains. Ils savaient que ce concept de apartheid, de cette violence inouïe envers les Noirs sud-africains ne pourrait jamais aboutir avec un succès. Mais ils l'ont fait quand même. Et c'est pour ça, dans l'apartheid, vous avez des histoires comme du docteur qui donnait ils ont donné du sida presque à tous les Noirs sud-africains. On les a tués de toutes les manières. Ils ont créé des maladies qui tuaient génétiquement des Noirs sud-africains. Et tout ça, c'était pour mettre la peur dans le cœur des Sud-Africains, pour ne jamais qu'ils respectent, ils manquent de respect à l'homme blanc. Je vais vous donner un témoignage de Thomas Sankara. Et puis après, si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions. Thomas Sankara disait que quand eux, ils sont partis au Sud-Afrique, les Noirs sud-africains ne croyaient, ils étaient en mission diplomatique. Les Noirs sud-africains les détestaient, les insultaient, les crachaient dessus parce qu'ils ne croyaient pas comment un Noir peut s'asseoir à côté d'un Blanc ou bien comment un Noir peut se tenir face à face à un Blanc, à égalité à un Blanc. Voici la condition que les Sud-Africains vivaient à cette époque-là, très récente. Et donc, cette condition-là a pour but de soumettre spirituellement avec la violence le Sud-Africain, l'homme noir. Parce que la violence, si vous voyez la violence, c'est ça que les mauvais maris utilisent contre les femmes. C'est cette même violence que les mauvais pères utilisent contre leurs enfants. Parce que quand on utilise la violence, on souhaite soumettre l'autre. Et quand l'autre voit que dans cette violence, il n'a aucune défense, il est obligé de se soumettre ou bien de mourir. C'est ça qu'on appelle le cercueil ou la valise, ou le cercueil. Et donc, cette condition-là a fait qu'aujourd'hui, les Sud-Africains se retrouvent dans une situation où les maîtres sont toujours les Blancs, malgré que les Sud-Africains sont apparentement libres. C'est un peu comme la colonisation française en Afrique de l'Ouest. Ensemble libres, mais nos ressources ne sont pas libres. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, les Sud-Africains sont dans l'étape cruciale de leur extermination en tant que race zoulou et les autres races sud-africaines. Et quand je dis leur extermination, je pèse mes mots. Ce qui veut dire, aujourd'hui, les Blancs font du lobby et financent les Sud-Africains et encouragent la pauvreté en Sud-Afrique parce que ce sont eux qui détiennent toute la richesse. Donc, ils ont la possibilité d'encourager la pauvreté. Et en plus de cela, ils donnent aussi des stratégies, dont la stratégie que les Sud-Africains sont en train d'utiliser contre leurs frères africains actuellement. Ça s'appelle la stratégie de la valise ou du cercueil. Parce que tout Africain, tout Nigérien, tout Camerounais, tout Ivoirien, tout Burkinabé, tout Sénégalais, tout Mozambicain, tout Tchadien, tout Kenyan, n'importe quel Africain qui fuit le Sud-Afrique, il fuit le Sud-Afrique pour sauver sa vie. Donc, il laisse ses richesses, il laisse sa maison, il laisse son travail, il laisse tout, il laisse son droit. Il laisse ses contributions qu'il a payées des siècles, des années de taxes pour une pension.
Donc, vous imaginez qu'un vieux Africain nigérien de 65 ans qui a travaillé 45 ans en Sud-Afrique, dont il doit partir en pension dans 2 ans, il aurait perdu sa pension. Et donc, les Blancs ont encouragé les Africains à le faire parce qu'ils se disent que les Africains aussi l'ont fait parce qu'ils se disent que tout ce qui va rester là, ils vont se partager entre eux. Pourtant, la vraie réalité, c'est la séparation et la division, un peu comme l'île de Haïti, entre Haïti et Santo Domingo. Ce qui veut dire, tous les Africains vont commencer à vilipender les Sud-Africains. Tous les Africains vont commencer à insulter les Africains. Les présidents africains vont rompre les relations diplomatiques parce que c'est réciproque. Hein. Si les Sud-Africains vont jusqu'au bout, les relations vont se rompre. Et une fois que les relations sont rompues, les Blancs vont reprendre l'hégémonie en Sud-Afrique. Et qui va aller sauver encore les Sud-Africains? Les Sud-Africains seront exterminés. Il y aura une immigration massive de Blancs en Sud-Afrique, de Anglais, de Américains, de Européens. Et le Sud-Afrique serait la terre européenne, 100% européenne en Afrique, un peu comme l'Arabie. Un peu comme l'Arabie, parce que quand ils ont fait tomber l'Égypte, ils ont créé l'Arabie. Maintenant, ils veulent faire tomber toute l'Afrique, parce que l'Afrique s'est réveillée. Ils ne s'attendaient pas à ce réveil. L'Afrique combat. Ils ne s'attendaient pas à ce combat. Et donc, ils doivent faire tomber toute l'Afrique pour pouvoir rester hégémonique. Et donc, la base de Sud-Afrique, c'est la première base sur laquelle ils ont commencé à travailler il y a longtemps. Une fois que le Sud-Afrique devient totalement blanc et que nos frères noirs du Sud-Afrique ne peuvent pas constituer une barrière naturelle entre les blancs qui vivent là-bas avec leurs frères africains, nous ne serions jamais tranquilles. Et donc, nous serions attaqués de 3 côtés. On a le nord de l'Afrique qui est totalement anti-noir, anti-africain. On a le centre de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, avec les terroristes berbères qui attaquent 3 pays. Et maintenant, on a le Sud-Afrique, donc la pointe de l'Afrique. Ce qui veut dire nous sommes pris non seulement en étau, mais aussi dans le cœur de notre pouvoir. Donc, dans le centre de l'Afrique, aussi, nous sommes attaqués. Chers frères et sœurs, merci de le partager. Il faut que beaucoup d'Africains écoutent et comprennent parce que ce sont des analyses qui sont appuyées par la vanne de nos ancêtres. Nous combattons une lutte et je ne suis pas le seul. Nous sommes des Africains qui refusent de disparaître. Et vu que nous voyons, nous observons depuis 2000 ans cette guerre avec nos frères qui prétendent nous aimer. Pourtant, cette guerre semble nous envoyer vers l'extermination, malheureusement. Donc, je demande ici à tous les Africains d'essayer de comprendre la situation et de ne pas vilipender les Sud-Africains sur les réseaux sociaux, mais plutôt indexons les vrais coupables. Et je salue au passage l'activiste politique, le président de ce parti sud-africain, Julius Malema, qui fait un grand travail. Lui et toute sa région, lui et toute sa tribu, qui sont des vrais panafricains, qui se rappellent que ce sont les Africains qui les ont sauvés dans la main des oppresseurs occidentaux. Je salue encore le grand frère Julius Malema. Julius Malema. Julius Malema. Respect. Merci frères et sœurs, merci de partager. Posez-moi vos questions. Si vous avez des questions, je vais vous répondre. Merci beaucoup. Il y a amazing. C'est fato, c'est complètement fato. Je ne suis pas drogué. Si tu écoutes, je parle. Quand je parle, je dis quelque chose. Ou bien ce que je dis là, ça n'a pas de sens. Si je ne sais pas de quelle région tu viens, de quel pays tu viens, ou de quelle nation tu viens, mais bon, c'est bon de se balader sur YouTube et puis critiquer ceux qui font des lives. Mais pourtant, tu pouvais aussi faire tes propres lives. Donc, je vois qu'il n'y a aucune question. J'espère que ma vidéo va tourner et que vous allez le partager à bon nombre d'Africains.
parce qu'il ne faut pas vraiment insulter le Sud-Afrique, il faut défendre les nations africaines, parce que nos vrais ennemis sont l'Occident qui souhaite toujours rester dominateur et dominatrice. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, je vous invite pour une vidéo où nous allons parler de Kémy Séba. Kémy Séba. Ah, avec Kémy Séba, là, c'est un peu compliqué. Parce qu'il me semble que ce grand panafricain, là, c'était pas un panafricain. Parce qu'il me semble que c'est un grand traître. Donc, je vous invite tout à l'heure, on va continuer la série des vidéos de Kémy Séba. Partagez beaucoup. Attends, André, il y a des questions. Lunga vita ad Haïti. À lunga vita à l'AES. Lunga vita à terre. Merci, merci Mamadou. Merci. Longue vie à toute l'Afrique. Longue vie à tous les panafricains. Nous sommes en train de gagner la lutte. Grazie fratello. È molto stato molto istruttivo. Grazie monsieur. Grazie. Doukouré Mamadou. Douk Mamadou. Doukouré Mamadou. Douk Mamadou. Merci mon frère. Donc, merci beaucoup. Je vous invite tout à l'heure dans la vidéo de Kémy Séba. Parce que quand tout le monde va connaître et comprendre que Kémy Séba, c'était un France-Africain préparé par la France, il faut que les vrais panafricains soient informés. Et les vrais panafricains sont toujours informés. Merci beaucoup.